Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les procédures qui existent devant le juge aux affaires familiales. C'est un juge dont on entend souvent parler et qui a en fait plusieurs casquettes. Il a d'abord une compétence matérielle, et je pense que c'est ma première slide, et ensuite une compétence territoriale que nous allons voir. Donc la compétence matérielle du juge aux affaires familiales, elle est prévue par l'article L213-3 du COJ. Le COJ, c'est le Code de l'organisation judiciaire. Et ce code va indiquer quel est le rôle du juge aux affaires familiales et va lister en réalité toutes ces casquettes. Donc ça passe de l'homologation judiciaire d'un changement de régime matrimonial au divorce, à la fixation des obligations alimentaires et des contributions aux charges, en passant par l'exercice de l'autorité parentale, la révision de la prestation compensatoire, le changement de prénom, la protection face à un conjoint, un époux, un partenaire de PACS violent, mais aussi la protection désormais toute nouvelle depuis cet été de la personne majeure menacée de mariage forcé et les demandes d'attribution de la jouissance du domicile, du logement de la famille, ce qui est une nouvelle attribution, elle commence à avoir une certaine date, mais avant, le juge ne pouvait pas statuer hors mariage sur l'attribution et la jouissance provisoire du logement de la famille, ce qu'il peut désormais faire, et c'est une très bonne chose. Donc effectivement, ça c'est la compétence matérielle du JAF, et donc je vais vous expliquer toutes ces procédures. Il faut savoir par contre que le juge aux affaires familiales peut être compétent dans tel ou tel domaine, mais encore faut-il savoir quel juge aux affaires familiales on va saisir finalement. Et donc la compétence est prévue cette fois-ci à l'article 1070 du Code de procédure civile, qui dit que par principe, le juge qui est compétent, c'est celui où se trouve la résidence de la famille, c'est-à-dire le domicile de la famille. Sauf que bien évidemment, très souvent, on saisit le juge aux affaires familiales à un moment où on peut déjà être séparé. Donc dans ce cas-là, si les enfants vivent séparément, c'est le juge du lieu de résidence avec lequel résident habituellement les enfants mineurs. Attention, ce sont les enfants mineurs, en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité. Si on n'est pas dans ces cas-là, on peut ne plus avoir d'enfants mineurs, on peut avoir des enfants qui vivent alternativement chez l'un ou chez l'autre. Dans ces cas-là, c'est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. Donc, c'est la compétence de manière générale, comme on l'a dans quasiment toutes les procédures, ce sera le tribunal du lieu du défendeur. Une petite exception, tout ce qui est financier, c'est-à-dire si on ne saisit que pour la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, contribution aux charges du mariage ou uniquement révision de prestations compensatoires, dans ces cas-là, c'est la résidence du créancier. Ce qu'il faut également avoir à l'esprit, c'est que la compétence, c'est celle du jour où on forme la demande, parce qu'on est en matière familiale, on est dans la vie des individus, les procédures peuvent être longues, et bien évidemment, au moment où je saisis, je peux habiter dans le ressort du tribunal de Versailles et déménager dans le ressort du tribunal de Paris. Dans ces cas-là, le tribunal compétent ne change pas, puisque au moment de la demande, ma procédure étant toujours en cours, au moment de la demande, j'avais bien ma résidence dans le ressort du tribunal de Versailles, donc je pouvais saisir Versailles. C'est vraiment la détermination, c'est au jour de la demande. Ensuite, peu importe que ça évolue. Voilà, donc on va voir un petit peu avec un peu plus de détails toutes ces procédures. Alors, il faut savoir donc que le juge aux affaires familiales est compétent pour les changements de régime matrimoniaux. Je précise en réalité que sa compétence est très subsidiaire, parce qu'en réalité maintenant tout se fait devant notaire. Cependant, quand on change de régime matrimonial, on a l'obligation d'informer une certaine catégorie de personnes, à savoir les enfants majeurs ou mineurs et les créanciers. Donc, si ces personnes décident de s'opposer pour une raison ou pour une autre au changement de régime matrimonial, dans ces cas-là, ils ont 3 mois pour le faire.
Les époux ne peuvent pas procéder au changement de régime matrimonial et ils ont donc l'obligation de saisir le juge aux affaires familiales pour demander par une requête conjointe au nom de tous les deux cette homologation du changement de régime matrimonial. C'est une procédure où l'avocat est obligatoire et comme je vous l'ai dit, il faut saisir le juge par requête conjointe. Le magistrat va avoir la possibilité d'apprécier les éléments suivants. Est-ce que l'intérêt de la famille est respecté dans ce changement de régime matrimonial? Est-ce qu'il en résulte un préjudice pour les créanciers? Parce que bien évidemment, souvent les changements de régime matrimoniaux sont faits pour protéger l'un ou l'autre des époux et ça peut l'être au détriment des créanciers qui n'auront plus les mêmes têtes à poursuivre sur leurs dettes. Donc bien évidemment, le juge doit apprécier pour homologuer le changement de régime matrimonial ou le refuser, doit apprécier ces éléments et il peut aussi, mais c'est une simple possibilité, pas une obligation, recueillir l'avis des enfants qu'il n'est naturellement pas obligé de suivre. Il a ensuite son libre arbitre et c'est lui qui décide. Donc ça, c'est la première procédure qui est listée par l'article du COJ. La deuxième procédure, je voudrais dire les deuxièmes procédures, c'est le divorce à proprement parler. On a deux types de divorce, le divorce par consentement mutuel et les divorces contentieux. Dans le divorce par consentement mutuel, aujourd'hui, on n'est plus censé aller devant le juge aux affaires familiales puisque tout se passe dans le bureau de l'avocat et votre convention de divorce est enregistrée par un notaire. Donc le juge n'a plus du tout, normalement, vocation à intervenir. Sauf qu'on a un article du Code civil, l'article 229-2, qui précise que si un enfant mineur demande à être entendu, parce que quand on fait un consentement mutuel par acte d'avocat enregistré au rang des minutes d'un notaire, on doit faire remplir aux enfants mineurs capables de discernement un formulaire selon lequel il n'a pas envie d'être entendu ou s'il veut être entendu par le juge. Donc si l'enfant coche oui et qu'il veut être entendu par le juge, dans ces cas-là, le juge aux affaires familiales reprend les pouvoirs d'homologation pour le divorce. Pareil, et là on le comprend encore plus, pour les majeurs qui sont placés sous un régime de protection. Puisque, bien évidemment, un majeur placé sous un régime de protection n'a pas la capacité juridique, ou en tout cas son entière capacité juridique pour consentir au divorce par acte d'avocat qui est un contrat. Donc il pourrait y avoir un vice du consentement. Donc là encore, le juge aux affaires familiales reprend les pleins pouvoirs et du coup, la demande peut être faite conjointement par les deux époux et dans le cas de l'enfant mineur, là, on peut effectivement demander à ce que le divorce soit prononcé. Le juge peut homologuer la convention de divorce ou refuser de l'homologuer si il constate que ça ne préserve pas suffisamment les intérêts de l'enfant mineur. Voilà les deux seuls cas où le juge aux affaires familiales va être compétent pour un divorce par consentement mutuel, mais c'est des procédures à la marge. Les procédures pour lesquelles il va être par contre bien compétent, c'est les divorces, ce sont les divorces contentieux. Donc pour ces divorces contentieux, le juge est saisi désormais soit sur requête conjointe, soit sur une assignation. L'avocat est obligatoire et l'avocat est obligatoire dès le début de la procédure, c'est-à-dire même au stade des mesures provisoires et l'assignation doit comporter un certain nombre de dispositions obligatoires et notamment la convocation à la première audience sur les mesures provisoires, une proposition de règlement des intérêts financiers des époux, un rappel des dispositions concernant la médiation, concernant l'homologation des accords et les dispositions propres à la procédure contentieuse. Donc en fait, le divorce contentieux va se passer en deux temps, la plupart du temps. On délivre une assignation avec une date d'audience pour ce qu'on appelle une ordonnance sur mesure provisoire. On va là faire des demandes sur les mesures qui seront prises le temps de la procédure qui peut durer. Le juge va statuer sur ces mesures provisoires et nous renvoyer à une date de mise en état pour que nous puissions conclure sur le fondement du divorce, puisque à part
la séparation depuis plus d'1 an, il est interdit de faire figurer le motif du divorce dans l'assignation en divorce. C'est une cause de nullité, pardon. Donc personne ne le fait, bien évidemment. Ce qui est différent par rapport à l'ancien divorce, c'est que déjà on procède par assignation et on est convoqué à cette ordonnance sur mesure provisoire avec présence et représentation de l'avocat obligatoire. Je m'explique. Un époux ne peut pas, l'époux défendeur ne peut pas comparaître seul pour ces mesures provisoires et faire ses demandes au juge. Il faudra impérativement un avocat dès le stade des mesures provisoires. Donc ces mesures provisoires, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont le règlement, l'autorisation de vivre séparément. C'est aussi bien évidemment les demandes sur la jouissance, l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit ou pas, le règlement provisoire des dettes si elles existent, et bien évidemment les mesures concernant les enfants. Concernant les époux, vous avez aussi la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Et concernant les enfants, autorité parentale, résidence, droit de visite et d'hébergement ou résidence alternée ou droit de visite médiatisé et bien évidemment la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la procédure de divorce à proprement parler, une fois qu'on a eu cette ordonnance sur mesure provisoire, on va pouvoir par la suite demander le divorce et les vraies conséquences du divorce qui cette fois-ci seront définitives, avec 3 possibilités de fondement pour le divorce contentieux: l'altération définitive du lien conjugal, l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le fameux divorce pour faute. Donc bien évidemment, on a ces 3 divorces qui sont ouverts. Il faut savoir que, je vais commencer par le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux doivent vivre séparément depuis au moins 1 an. La preuve se fait par tout moyen. Ça peut être une main courante indiquant que vous avez quitté le domicile conjugal. Ça peut être la souscription d'un nouveau bail, des quittances de loyer à une autre adresse que le domicile conjugal. Ça peut être un accord des 2 époux sur le fait qu'ils ne vivent plus ensemble. Donc effectivement, la preuve est libre. Ça ne nécessite pas forcément l'accord des 2 époux, mais en tout cas, on peut avoir un document qui atteste que monsieur ou madame est parti. Donc, comme je le disais, la preuve se fait par tout moyen et le fondement de ce divorce, contrairement aux autres, peut être indiqué dès l'assignation en divorce, c'est-à-dire qu'on peut indiquer: ça fait plus d'1 an que je vis séparément de mon conjoint, donc je demande effectivement le divorce sur le fondement de cette séparation. Et dans ce cadre-là, vous pouvez même ne pas demander des mesures provisoires et passer directement à la demande de prononcer du divorce avec des mesures définitives. Ça m'est moi déjà arrivé, notamment pour des époux ou des épouses qui disparaissent. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont partis, on ne sait pas où ils sont, il n'y a pas forcément d'enfants. Effectivement, à la première audience, le juge prend le dossier et prononce le divorce en mettant en délibéré à 1 mois, et du coup la procédure peut être très rapide. La procédure d'altération définitive du lien conjugal peut aussi être faite par la suite. On peut très bien assigner alors qu'on n'est pas séparé depuis plus d'1 an, avoir les mesures provisoires qui autorisent la résidence séparée et attendre 1 an la procédure pour pouvoir demander le prononcé du divorce sur ce fondement. Naturellement, si on souhaite bifurquer sur un divorce consentement mutuel ou un divorce acceptation du principe de la rupture du mariage, c'est toujours possible à n'importe quel stade de la procédure avant de demander le fondement du divorce. Vous avez ensuite donc du coup le 2e cas de divorce qui est l'acceptation du principe de la rupture du mariage. Là, en réalité, les époux ne s'entendent pas sur les conséquences de leur divorce. En revanche, la seule chose sur laquelle ils s'entendent, c'est qu'ils sont d'accord pour divorcer, qu'ils n'ont pas envie d'attendre et qu'ils n'ont pas de faute à se reprocher, que ça ne fait pas 1 an qu'ils vivent séparément. Donc, ils acceptent soit lors des mesures provisoires, soit par acte d'avocat
en dehors des prétoires, c'est-à-dire en dehors d'une audience devant le juge, en présence de leur avocat, ils signent respectivement ce PV d'acceptation de la rupture du mariage, et on a notre fondement au divorce qui est oui, je suis d'accord pour divorcer, non, je ne suis pas d'accord sur les conséquences de ce qui est demandé par mon conjoint ou mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe. Donc bien évidemment, là-dessus, ça permet effectivement d'accélérer la procédure. La seule chose qui est impérative, si c'est un procès-verbal sous seing privé qui est signé hors des prétoires, il faut impérativement que ce document contresigné par les avocats ait moins de 6 mois au moment de la demande en divorce. Pourquoi ? Parce que le législateur s'est méfié, il s'est dit j'accepte que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sous seing privé et donc hors la présence d'un juge, contresigné par un avocat, mais je ne voudrais pas finalement qu'ils aient l'idée de signer ce document dès le début du mariage pour pouvoir le brandir le jour où il y en a un qui demande le divorce. Donc effectivement, le législateur a imposé que ce PV ait moins de 6 mois au moment de la demande en divorce. Bien évidemment, là encore, ce fondement ne peut pas être indiqué au moment de l'assignation. Il le sera soit au moment de l'ordonnance sur mesure provisoire, soit plus tard avec un acte sous seing privé contresigné par les avocats, signé par les époux mutuellement. Donc les époux peuvent toujours à ce stade bifurquer vers un consentement mutuel. Ils ne peuvent pas bifurquer vers autre chose. C'est soit le consentement mutuel, soit on reste sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage. D'ailleurs, je précise que cette acceptation n'est susceptible d'aucune rétractation, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur cette acceptation, raison pour laquelle finalement on ne pourrait opter que pour un divorce par consentement mutuel et ne pas changer pour un autre fondement. Ensuite, on a donc le dernier cas de divorce qui est le divorce pour faute, où il convient de mettre en exergue des faits constitutifs d'une violation grave ou renouveler des obligations et des devoirs du mariage imputables à l'autre époux et ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Donc vous imaginez bien que ce divorce-là entraîne des conséquences souvent destructrices pour les deux époux, puisque là on lave vraiment son linge sale devant le magistrat, hein. On peut invoquer une infidélité, des délaissements, une absence de participation économique et financière, des violences quelles qu'elles soient, de l'alcoolisme, des comportements irrespectueux. Enfin, on a toutes les fautes qui existent, puisque quand vous contractez mariage, l'article 212 vous rappelle vos obligations de secours, fidélité, respect et assistance. Donc, dès qu'on viole une de ces obligations, cela constitue une faute dans les devoirs et obligations du mariage. Bien évidemment, interdiction d'invoquer ce fondement au stade de l'assignation, mais seulement après. Toutes ces violations peuvent être prouvées par tout moyen, hein. La preuve incombe au demandeur, mais il est très possible aussi que chacun des époux ait des fautes mutuelles à se reprocher et un divorce au tort exclusif d'un des époux peut être prononcé, mais un divorce au tort partagé des deux époux peut également être prononcé. Donc bien évidemment, ce divorce pour faute, il faut prouver les fautes, et très souvent, quand ce sont des fautes qui, pour le magistrat, ne sont pas susceptibles de caractériser le fait que ça ait rendu intolérable le maintien de la vie commune, le juge peut aussi, et c'est un risque de prendre, de débouter l'un et l'autre des époux de leur demande de divorce en disant pour moi il n'y a aucune faute, donc je vous déboute et il faut tout recommencer. Donc effectivement les magistrats sont assez stricts sur ces divorces pour faute. La charge de la preuve incombe au demandeur. Naturellement, c'est le seul divorce qui est à la disposition des personnes, notamment victimes de violences conjugales. Là-dessus, les magistrats le comprennent parfaitement et ce divorce pour faute existe encore, ce n'est pas une légende urbaine. Il peut encore être utilisé et il est souvent utilisé, notamment en cas de violence.
Ce qu'il faut savoir sur ce divorce-là, c'est que, mais je ne l'ai jamais vu prononcer, c'est que le divorce pour faute peut entraîner si l'équité le commande, donc vous imaginez bien que le juge a le droit d'utiliser l'équité, un rejet d'une demande de prestation compensatoire pour l'époux à l'égard duquel le divorce est prononcé à ses torts exclusifs. C'est-à-dire que je commets une faute, on me prononce le divorce à mes torts exclusifs, je suis dans une situation de dépendance économique susceptible, ou en tout cas de disparité de revenus et de situation susceptible de m'ouvrir droit à une prestation compensatoire, le juge peut estimer que l'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à ma demande sur le fondement du divorce pour faute. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très très peu utilisé par les juges. Moi, dans ma carrière, je ne l'ai jamais vu ni demandé, ni effectivement attribué. Donc voilà. Donc ça, ce sont les différents cas de divorce. C'est le juge aux affaires familiales qui est compétent et qui va statuer sur les conséquences de votre divorce, que cela concerne les mesures pour les époux. Donc là, on va avoir utilisation du nom pour l'épouse, de l'usage du nom. On va avoir les éventuelles demandes de prestations compensatoires. On va avoir les demandes de participation, de prise en charge des dettes des époux. On va avoir effectivement la révocation des donations. Et concernant les enfants, c'est la même chose que sur les mesures provisoires. On va avoir tout ce qui est attrait à l'autorité parentale et à la contribution. Pour les époux, il va y avoir de manière définitive l'attribution du logement si c'est un bien en location, ou effectivement l'attribution préférentielle du logement s'ils sont propriétaires et s'il est justifié que cet époux peut racheter la part de l'autre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ça me permet de faire une transition avec la prochaine compétence du juge aux affaires familiales, puisque quand vous êtes dans un divorce contentieux, le juge, sauf exception, si on a demandé la nomination d'un notaire préalable et si on peut permettre au juge de statuer sur les différents persistants dans la liquidation du régime matrimonial, mais hors ce cas-là, s'il n'y a pas eu de demande préalable, le divorce prononcé va s'ensuivre derrière la liquidation du régime matrimonial qui se fait devant le juge aux affaires familiales. Si on n'a pas réussi à trouver un accord amiable devant le notaire, on sera contraint de faire une deuxième procédure par une assignation devant le juge aux affaires familiales. Et là, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, ça peut concerner effectivement les couples mariés, les ex-maris et femmes qui viennent de divorcer, les couples qui sont partenaires d'un PACS, bien évidemment, ou les concubins qui vont avoir des biens indivis dont ils n'arrivent pas à faire le partage de manière amiable. Donc ça peut concerner notamment les partages de biens immobiliers, mais aussi les partages de biens mobiliers où on n'arrive pas à s'entendre. Donc là, les demandes vont être plutôt diverses. L'avocat est obligatoire, la demande se fait par assignation, il faut décrire de manière sommaire le patrimoine, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et au partage qu'il demande, et il y a une obligation de démontrer les démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. C'est une condition de recevabilité de la demande devant le juge judiciaire qui est le juge aux affaires familiales. Si vous n'avez pas démontré les démarches amiables, votre assignation est irrecevable. On est vraiment aujourd'hui dans une société qui privilégie la médiation, les tentatives d'accord, etc. Donc bien évidemment, avant de saisir le juge judiciaire, on vous invite à tenter de trouver un accord. Il s'agit là de demander l'ouverture ou la poursuite des opérations de compte liquidation-partage, des intérêts patrimoniaux, des ex-époux, des ex-concubins ou des ex-partenaires de PACS. Là encore, les demandes peuvent être diverses.
Vous pouvez avoir des demandes sur ce qu'on appelle des récompenses, c'est-à-dire que les époux étaient mariés en communauté. La communauté a soit contribué au financement d'un bien propre d'un époux ou inversement, le patrimoine propre d'un des époux a contribué à un bien commun. Donc il y a des calculs à faire pour savoir qui doit quoi à qui. Des demandes de créances, donc là les demandes de créances c'est pour les couples qui sont mariés en régime de séparation de biens ou qui sont devenus en indivision suite à la séparation. Donc là encore c'est pareil, c'est les comptes, qui a payé quoi pour qui, une fois qu'on était séparés et qu'il n'y avait plus d'obligation de contribuer aux charges du mariage. Donc là, bien évidemment, des calculs vont être faits. Il peut y avoir aussi des demandes d'indemnité d'occupation, puisque celui qui vit de manière exclusive et qui jouit exclusivement d'un bien indivis doit à l'autre ce qu'on appelle une indemnité d'occupation, qui est à peu près l'équivalent d'un loyer minoré entre 20 et 30%, qu'il doit à l'indivision. Donc, je donne un exemple. L'indivision est composée de madame et monsieur. Ils sont à 50-50 dans cette indivision. Monsieur vit dans le bien. Il va donc devoir payer à l'indivision l'équivalent d'un loyer minoré de 20%. Donc, il doit en réalité payer ce loyer de manière fictive. Ce sera dans les comptes et dans les calculs au moment du partage, soit qu'il se voit attribuer le bien, soit que le bien est vendu. Et là, dans ces cas-là, le paiement se fera en moins prenant sur la part à lui revenir. Bien évidemment, la moitié du loyer lui revient. Il doit le loyer à l'indivision, il y a 50% pour lui, 50% pour madame. Donc ça revient à dire la moitié d'un loyer minoré de 20 ou 30% en fonction de la situation. Donc là encore, il peut aussi être demandé au juge l'autorisation de vendre le bien, mais attention, cette demande d'autorisation de vendre le bien, elle ne se fait que par licitation, c'est-à-dire que c'est une vente à la barre du tribunal, par une procédure de ce qu'on appelle la vente aux enchères à la barre du tribunal et dans le cadre d'une autre procédure. Donc le juge va vous autoriser à vendre le bien, mais le bien devra effectivement être mis en vente dans le cadre d'une autre procédure de vente immobilière à la barre du tribunal. La seule chose qui est importante, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'en matière de mariage, toutes ces demandes de récompense, créance, indemnité d'occupation, elles sont suspendues. La prescription de ces demandes est suspendue tant que le divorce n'est pas définitif. En revanche, pour les autres couples, il n'y a pas de suspension de prescription le temps du couple et des fois, au moment de la séparation, on peut se retrouver face à des prescriptions, mais je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus parce qu'effectivement, il faut qu'on fasse le panel de toutes les procédures devant le juge aux affaires familiales et c'est vrai que cette procédure de liquidation est très complexe et demanderait même une conférence à elle seule. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut savoir. Attention, les époux sont protégés par cette prescription jusqu'au prononcé du divorce. Ce n'est pas le cas des autres couples qui ne sont pas mariés. Donc voilà, donc ça c'était pour vous faire une petite présentation de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des couples. Ensuite, vous avez donc une autre procédure qui est la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, c'est la contribution aux charges du ménage, mais aussi aux charges des partenaires de PACS, puisque vous avez une obligation de contribuer aux charges du ménage. Donc ces charges du ménage, ça ne veut pas forcément dire, quand on fait la procédure, qu'on est séparé ou autre. Là, vous avez la possibilité, et l'avocat n'est pas obligatoire, la demande peut se faire par requête, et c'est une procédure orale, de forcer votre conjoint, concubin, partenaire de pacte, à contribuer aux charges du ménage. C'est-à-dire que vous avez l'obligation, notamment dans le mariage, de payer les charges à hauteur de vos revenus respectifs. C'est proportionnel, sauf si votre contrat de mariage en prévoit autrement. Le prévoit autrement, mais en tout cas, vous devez payer tout ce qui est logement, nourriture, santé, éducation des enfants, vêtements, transport, etc., dépenses de loisirs. Et si l'un des deux ne le fait pas, l'autre peut le contraindre en saisissant le juge aux affaires familiales. Alors, on est bien d'accord que très souvent, cette demande de contribution au mariage se fait au moment des tensions et au moment de la séparation. Et ça ne veut pas forcément dire que derrière, on va introduire une procédure de divorce. On peut faire cette demande de contribution aux charges du mariage
ou du ménage, sans pour autant derrière introduire une procédure de séparation. C'est quelque chose de totalement indépendant et en tout cas, c'est pour forcer l'autre à participer. Donc bien évidemment, là-dessus, il faut avoir démontré bien évidemment qu'on a fait une démarche amiable et qu'on a demandé à l'autre de contribuer, qu'il y a un refus persistant et donc bien évidemment on dépose une requête au greffe, seul ou avec l'assistance d'un avocat, puisque c'est ce que je vous ai dit, l'avocat n'est pas obligatoire. Il conviendra là de démontrer les charges du ménage, du mariage, et de démontrer l'absence de participation du défendeur à qui on demande de contribuer. La convocation se fera par le greffe qui vous convoque en recommandé en RAR, donc là-dessus, la procédure étant orale, vous pouvez bien évidemment faire état de nouveaux arguments ou de nouvelles pièces à l'audience, si et seulement si le défendeur comparaît. Si le défendeur ne comparaît pas, les juges acceptent l'actualisation de la situation, c'est-à-dire, voilà, j'ai fait état de certaines charges, mais vous avez mis 6 mois à me convoquer, donc voilà, je vous donne l'actualisation de ces charges dont je faisais déjà état dans ma requête, mais c'est juste que les montants ont évolué. Ça, le magistrat accepte. En revanche, il n'acceptera pas de nouvelles demandes ou de modification de demande sur le montant si le défendeur ne comparaît pas, parce qu'en réalité, il n'aura pas eu connaissance de la demande. Donc là, vous êtes bloqué sur votre requête et vous ne pouvez pas modifier le montant de la contribution. Bien évidemment, si le défendeur comparaît, vous pouvez modifier vos demandes, sous réserve bien évidemment du principe du contradictoire, le défendeur pouvant également demander un report d'audience pour préparer sa défense. Le juge peut ou non lui accorder. Et derrière, le juge peut ou non vous accorder cette demande de contribution aux charges du mariage s'il l'estime ou non justifiée, et il peut moduler la demande qui est faite. Je ne sais pas, vous demandez 500 €, il peut très bien accorder 200, 300 €, enfin en tout cas de ce qu'il estime lui justifié. Donc ça, c'est effectivement la procédure de contribution aux charges du mariage, procédure complètement indépendante de la procédure de divorce et qui peut être faite en amont. Bien évidemment, elle peut pas être faite après, puisque lors de l'OMP ou de la procédure de divorce, les époux sont censés vivre séparément et être autorisés à vivre séparément. Le juge prévoit la prise en charge des dettes et prévoit une pension au titre du devoir de secours pour celui qui en aurait besoin. Donc, il n'y a plus à contribuer à proprement parler aux charges du ménage, puisque le ménage est séparé et que chacun a ses charges. Donc, bien évidemment, c'est une procédure en amont et forcément pas a posteriori. Ça, donc, c'est la contribution en charge du mariage. Et vous avez aussi la compétence du juge aux affaires familiales en matière de révision de prestations compensatoires ou des modalités de paiement. Alors là, attention, à partir du moment où la prestation compensatoire a été fixée en capital, son montant global ne peut plus être mis en cause. Le juge du divorce a statué sur cette prestation compensatoire qui est là pour compenser la disparité de train de vie dans les époux, ou ce n'est pas forcément le juge des affaires familiales, c'est peut-être les époux qui d'ailleurs l'ont fixé dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. On ne peut pas réviser le montant de cette prestation compensatoire. En revanche, on peut bien évidemment réviser les modalités de paiement. Donc, bien évidemment, s'il y a un changement important des ressources ou des besoins de l'un ou l'autre des époux, on peut faire cette demande. Bien évidemment, la demande peut aussi résulter d'un accord entre les époux, c'est-à-dire qu'ils peuvent être d'accord pour modifier les modalités de paiement et ils peuvent bien évidemment donc demander à avoir homologué devant le juge d'affaires familiales cette modification. En cas de désaccord, il faut saisir le JAF par assignation. Là, par contre, l'avocat est obligatoire et donc la saisine se fait par assignation pour expliquer les changements dans les modalités de la vie des époux et notamment en matière de rente. Si l'un des époux ne peut plus payer, bien évidemment, on peut modifier. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on ne pouvait jamais modifier une prestation en capital. Le montant est fixe et définitif. En revanche, on peut en modifier les modalités de paiement, étendre le paiement sur plus longtemps,
Et si la prestation est une rente, là, par contre, cette rente peut être révisée dans son montant et dans, bien évidemment, les modalités de paiement. Donc ça, c'est encore une procédure où le juge aux affaires familiales est compétent. Vous voyez que même si le divorce est fini, on peut encore être amené à saisir le juge aux affaires familiales pour finalement demander une modification de l'exécution des modalités du divorce. Avant-dernière compétence du juge aux affaires familiales, c'est le changement de prénom. Alors là encore, c'est comme le changement de régime matrimonial, la compétence du juge aux affaires familiales, elle ne devrait pas normalement le juge en tout cas ne devrait pas avoir à être saisi, excusez-moi, parce que normalement, pour un changement de prénom, on dépose un dossier en mairie avec les motifs du changement de prénom et le procureur de la République va apprécier votre dossier. S'il accepte le changement de prénom, bien évidemment, pas de difficulté. S'il refuse le changement de prénom, c'est là où vous allez être obligé de faire un recours devant le juge aux affaires familiales. Alors, je profite de cette procédure puisque finalement, c'est juste en cas de recours suite à un refus du procureur de la République du changement de prénom que le JAF va être compétent. Je profite simplement pour donner quelques exemples de causes légitimes de changement de prénom. On a tous en tête cette fameuse association de noms et prénoms de parents qui s'appelaient Monsieur et Madame Renaud et qui avaient eu la bonne idée d'appeler leur fille Mégane. Donc effectivement, l'association du prénom Mégane Renaud pouvait porter préjudice à l'enfant et dès lors, il y a été estimé qu'il s'agissait d'une cause légitime de changement de prénom parce que l'association du prénom qui n'avait rien de préjudiciable, l'association le prénom est tout à fait normal, le nom de famille est tout à fait normal, mais c'est son association qui portait préjudice et donc bien évidemment ça ouvre droit au changement de prénom. Ce qui peut ouvrir aussi le droit au changement de prénom, c'est l'utilisation dans la vie courante d'un autre prénom, soit d'un deuxième prénom, soit d'un autre prénom qui ne vous a pas été attribué et qui n'est pas inscrit dans votre état civil. Et dans ces cas-là, bien évidemment, il faudra démontrer l'usage, que vous êtes connu et appelé sous ce nom-là. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Bon, à l'époque où ça ne se faisait pas encore en mairie, ça se faisait directement devant le juge, où on demandait effectivement le changement de prénom d'un enfant qui se faisait appeler complètement autrement que le nom à l'état civil. Donc, effectivement, c'est une des causes de changement de nom. J'en ai encore deux, mais ce n'est pas exhaustif. Changement de genre. Bien évidemment, vous changez de sexe. Le changement de prénom est légitime pour avoir un prénom du sexe nouveau. Et souvent, en cas de naturalisation aussi, vous avez la possibilité de changer votre prénom lorsque votre prénom a une consonance étrangère et que vous souhaitez en changer. Voilà, c'est des cas qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas, c'est les cas où vous pouvez être amené à changer de prénom. Et encore une fois, c'est de l'appréciation du procureur de la République. Et si vous devez faire un recours, c'est avec un avocat devant le juge d'affaires familiales par assignation pour expliquer bien évidemment votre refus. Et donc pour faire votre recours. Donc là, c'est le changement de prénom. Encore une fois, je vous dis, c'est une procédure qui est accessoire puisque c'est juste pour un recours. En cas de refus, il n'a pas compétence dès le départ. Ensuite, et c'est la procédure la plus connue, c'est la procédure concernant les enfants. Nous ne sommes pas mariés ou nous avons été mariés et nous ne sommes plus d'accord sur les dispositions qui ont été données par le juge d'affaires familiales lors de notre divorce. Un élément nouveau est survenu. J'ai la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales en cas de séparation. Dans deux cas, je peux le saisir pour homologuer une convention parentale sur laquelle les enfants se seront mis d'accord sur toutes les conséquences concernant les enfants. Et dans ces cas-là, la procédure peut même se faire sans audience.
Ça m'est déjà arrivé que la convention parentale ayant été rédigée par les avocats, on avait justifié des ressources et charges de chacun, le juge a pu apprécier effectivement si les intérêts de chacun étaient respectés et il a homologué sans convoquer les parties à une audience de procédure où il peut nous écrire pour nous demander des documents complémentaires, ce qui permet effectivement d'homologuer sans procédure, ou il peut décider de voir les parents pour s'assurer du consentement de chacun et que l'intérêt est bien respecté. C'est pas parce que vous êtes convoqué que le juge aura des doutes, mais il peut ne pas vous convoquer ou vous convoquer, c'est une possibilité. Bien évidemment, si on saisit le juge, c'est aussi et surtout lorsqu'on n'est pas d'accord. Mais sur l'homologation de cette convention parentale, j'insiste toujours avec les parents qui viennent me voir. Je trouve qu'il est toujours de bon ton de faire homologuer une convention quand on est d'accord et que tout se passe bien et de ne pas attendre que la situation dégénère pour avoir un jugement qui cadre les choses. Cette convention, vous pourrez ne pas la regarder, vous pourrez ne pas l'utiliser, mais le jour où il y a une difficulté, le jour où la situation se tend, vous aurez ce jugement qui est exécutoire et que vous aurez vous-même rédigé avec votre conjoint et décidé avec votre conjoint et qui cadrera les choses le jour où vous ne vous entendrez plus. Voilà, c'est vraiment pour moi l'intérêt d'homologuer cette convention parentale au moment où ça se passe bien, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Par contre, si on ne s'entend pas dès le départ, bien évidemment, et qu'on a tenté d'avoir un accord, qu'on a tenté une médiation ou autre, et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, bien évidemment, vous saisirez le juge aux affaires familiales sur les conséquences concernant les enfants de la séparation. Là, encore une fois, il arrive qu'on arrive devant le juge aux affaires familiales en demandant pour les enfants des choses sur lesquelles on est d'accord et des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Le désaccord peut être en réalité total ou partiel. Très souvent, on peut avoir un accord sur oui, je suis d'accord que mon enfant reste chez madame, oui, on est d'accord pour des droits de visite et d'hébergement classiques, par contre, dès qu'il s'agit de mettre la main au porte-monnaie, on est un peu moins d'accord, et donc on va se battre en fait sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et le juge statuera et a l'habitude de statuer. Donc dans ces procédures devant le juge aux affaires familiales, donc vous l'avez bien compris, séparation de concubins, de partenaires de Pacs, ou élément nouveau dans le cadre d'un divorce, le divorce est prononcé, le juge a déjà statué, mais il faut modifier les mesures concernant l'enfant. Le juge aux affaires familiales devient compétent, cette fois-ci sans avocat obligatoire, la procédure est orale, les parties peuvent saisir le juge seul ou avec l'assistance d'un avocat, mais encore une fois, l'avocat n'est pas obligatoire. Ce qu'il va être demandé au juge, c'est bien évidemment qu'il statue sur l'autorité parentale. Est-ce qu'elle sera exclusive à l'égard d'un des deux parents parce qu'il y a des violences, parce qu'il y a un désintérêt total de l'autre parent ou autre? Est-ce qu'elle sera conjointe, ce qui est en général le cas dans la plupart des situations? Où va être fixée la résidence de l'enfant? De quelle manière? Est-ce qu'elle sera chez un des parents, en alternance chez les deux parents? Si elle est chez un des parents, est-ce que l'autre parent bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi, c'est-à-dire plus qu'un week-end sur deux? Est-ce qu'il bénéficiera, et de la moitié des vacances scolaires, est-ce qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi, ou un droit de visite simple, ou encore moins un droit de visite et d'hébergement, un droit de visite et d'hébergement, là l'enfant dort chez le parent, ou un droit de visite simple, où le parent chez qui l'enfant ne réside pas a un droit d'accueil, mais pas d'hébergement, c'est-à-dire que l'enfant ne pourra pas dormir à son domicile, donc c'est des cas où il y a des négligences parentales ou des violences ou autres. Et on peut aussi demander un droit de visite dans un lieu médiatisé, c'est-à-dire en présence de professionnels ou en présence d'un tiers digne de confiance, parce que, d'ailleurs, ce matin, en audience, le juge le reconnaissait, les milieux médiatisés sont overbookés, et le problème, c'est que quand on demande un droit de visite en milieu médiatisé, la mesure se met en place au bout de 6 mois, et ça prive en fait l'un des parents d'être en contact avec l'enfant, mais il y a des fois où, malheureusement, la situation l'impose et on ne peut pas faire autrement. Donc voilà dans quelle mesure le juge aux affaires familiales est compétent. Je vais voir ensuite très rapidement, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes et je voudrais que vous laissiez aussi la parole pour des questions.
On a aujourd'hui, elle a évolué cet été, donc effectivement, il est important d'en parler. Cette ordonnance de protection et cette nouvelle ordonnance provisoire de protection immédiate qui existe, qui est de la compétence du juge aux affaires familiales, en cas de violence vraisemblablement avérée et de danger pour la personne qui la demande et ou les enfants. Donc là, encore une fois, c'est le juge aux affaires familiales qui va être compétent. L'avocat n'est pas obligatoire. Ça se fait par requête ou assignation. Il va falloir effectivement faire vite puisque les mesures de protection doivent être prises dans les 6 jours. Donc c'est une mesure extrêmement rapide, extrêmement urgente et bien évidemment 6 jours. Ça peut paraître effectivement très très rapide, mais quand vous êtes la victime des violences et que la personne vit encore sous votre toit et qu'elle est au courant que vous avez fait une procédure, 6 jours, ça peut être aussi extrêmement long. Donc cet été, ils ont créé ce qu'on appelle l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une ordonnance de protection, le parquet peut demander une ordonnance provisoire de protection immédiate si le demandeur a donné son accord. Et dans ces cas-là, le juge, au moment de la demande, va, de manière provisoire, jusqu'à entendre les parties, donner cette ordonnance de protection pour des faits de violence vraisemblables et un danger grave et immédiat de violence à l'encontre du demandeur ou des enfants. Donc là, encore une fois, c'est le juge aux affaires familiales qui est compétent, qui va pouvoir statuer sur les mesures concernant les enfants, sur une contribution aux charges, mais également et surtout sur les interdictions d'entrer en contact, sur les interdictions de paraître en certains lieux, sur des obligations de soins, alors avec bien évidemment l'accord du défendeur, sinon effectivement le JAF en informe le parquet, mais il n'a pas la possibilité de contraindre et il peut bien évidemment autoriser la victime à dissimuler son adresse et suspendre les droits de visite pour l'enfant, pour l'auteur des violences, parce que malheureusement, on se rend compte que dans des cas de violence conjugale, l'enfant peut servir finalement de moyens de pression à l'égard de la victime, et c'est d'ailleurs la seule chose qui reste à l'auteur, et des fois il en use et en abuse, et au détriment et contrairement à l'intérêt de l'enfant. Donc bien évidemment le juge peut protéger, et d'ailleurs le principe c'est dans ces cas-là un droit de visite médiatisé. Si le juge veut donner plus de droits au défendeur à la mesure de protection, il doit en justifier et bien évidemment motiver sa décision. Le principe, c'est ces droits de visite médiatisés. Le but est de protéger la victime et de donner certaines interdictions. Ça peut être en complément d'un contrôle judiciaire s'il y a des plaintes qui ont été déposées ou en tout cas venir pour la protection de la personne qui a subi les violences et qui est dans une situation de danger. La dernière compétence du JAF, et c'est celle que je vous avais dit en introduction qui est assez récente, c'est qu'il a la possibilité d'attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents et le cas échéant en constatant l'accord des deux parties sur le montant de l'indemnité d'occupation. S'il n'y a pas d'accord, bien évidemment, l'indemnité d'occupation sera fixée par la suite dans le cadre de la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de 6 mois. Et lorsque le bien est indivis, donc il appartient aux deux parents, le juge peut renouveler cette jouissance provisoire, proroger en fait la mesure à la demande de l'un ou l'autre parent, si et seulement si le tribunal a été saisi des opérations de liquidation-partage par une des parties. Là, dans ces cas-là, si on montre effectivement que le bien va être liquidé, enfin en tout cas qu'un partage va intervenir, le juge peut proroger la mesure. Bien évidemment, en réalité,
ce pouvoir du juge est très important parce qu'à partir du moment où il a attribué la jouissance du logement à l'un des deux, l'autre est obligé de partir et la question se pose un peu moins de réintégration du bien par celui qui a été obligé de partir au bout de 6 mois. À partir du moment où chacun a son logement de manière séparée, finalement, ça apaise les choses et très rares sont les réintégrations à la fin de la mesure, chacun ayant pris ses dispositions. Mais c'est un grand pouvoir du juge aux affaires familiales de pouvoir statuer sur cette attribution puisque avant cette mesure, il n'y avait que dans le cadre de la jouissance du domicile conjugal, dans le cadre des mesures provisoires pour les époux, que le juge pouvait le faire, ce qui donnait des situations assez ubuesques, deux parents qui voulaient absolument se séparer, personne qui n'était d'accord pour partir, et donc une impossibilité de saisir le juge aux affaires familiales, puisqu'il n'avait pas le droit d'attribuer la jouissance du logement à l'un ou à l'autre, et que c'était même une cause d'irrecevabilité de nos requêtes si les parents vivaient sous le même toit. Donc voilà, ça a quand même permis d'avancer parce que la problématique, c'est que comme le juge ne pouvait le faire qu'en cas de mariage ou en cas d'ordonnance de protection où il avait le pouvoir d'attribuer la jouissance du logement, il y a eu effectivement des détournements de l'ordonnance de protection pour tenter d'obtenir cette attribution et de pouvoir vivre séparément de son conjoint ou de son concubin qui ne voulait pas partir. Voilà, j'en ai terminé sur le panel des compétences du juge aux affaires familiales. Vous voyez qu'il ne chôme pas, qu'il a plusieurs casquettes et qu'effectivement, il peut être saisi dans plusieurs cas de figure. Donc voilà, maintenant, je suis à votre disposition pour vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. C'était très clair et j'ai appris pas mal de choses. Moi, j'ai des questions, oui, mais peut-être un peu plus précises quant à à ce que le JAF peut se permettre de faire, et notamment lorsqu'il décide, par exemple, dans un jugement, le partage des frais exceptionnels. Ouais. On C'est sait, un grand débat. on sait, alors a priori, j'ai cru comprendre que depuis le 1er décembre, là, le GEX n'était plus forcément saisi si il y avait un défaut de paiement de la part, un défaut, en tout cas, de se conformer au jugement, quand bien même le jugement estime que le parent débiteur doit les frais, un certain nombre de frais exceptionnels, et au besoin les y condamne. Cette phrase-là, j'ai un peu de mal à l'interpréter, je vous avoue, puisque Alors, pourquoi elle dit au besoin l'y condamne? C'est parce qu'à partir du moment où vous avez une condamnation, vous avez une possibilité d'exécution forcée. C'est-à-dire que vous pouvez saisir un huissier pour demander le paiement des frais auxquels il a été condamné, il ou elle a été condamné. C'est pour ça qu'ils sont rajoutés et au besoin l'y condamne. C'est parce que du coup, il y a une condamnation. Parce que quand ils se contentaient d'ordonner le partage des frais, les huissiers, enfin les commissaires de justice, pardon, ils ont changé de nom, les commissaires de justice rétorquaient, mais moi, j'ai pas de condamnation, donc je ne peux pas exécuter. D'accord. Mais même, alors je vais vous dire, même aujourd'hui avec les e-condamnes, si les frais exceptionnels par nature sont exceptionnels et ne sont pas forcément listés, les huissiers sont très très réticents à faire des saisies et des mesures d'exécution forcée sur ces fameux frais exceptionnels. D'accord, mais a priori, de ce que j'ai compris, même s'ils sont listés, si le parent débiteur décide qu'il n'a pas envie de payer, qu'il émet un refus, excepté les frais de santé, parce qu'a priori, là, les frais de santé, pour le coup, c'est un petit peu à part, mais même si ces frais sont listés… Le problème, c'est que alors, il faudrait peut-être qu'on voit comment c'est rédigé, mais de manière générique, les JAF malheureusement ne rédigent pas leurs décisions de la même manière. Très souvent, il ne faut pas oublier que les frais exceptionnels sont partagés, alors soit par moitié, soit à hauteur des revenus respectifs, ce qui alors là est une porte ouverte. Enfin, c'est terrible parce que si vous n'avez pas les revenus de chacun, c'est un peu compliqué. Mais par contre, on le met après accord des deux parents sur l'engagement de la dépense. Et c'est là où le parent débiteur va jouer en disant mais moi j'ai pas donné mon accord sur l'engagement de la dépense, donc je ne paierai pas.
Tout à fait. Et quand bien, alors il y a effectivement ce cas-là, mais il peut également donner des motifs de refus complètement fallacieux. Je ne suis pas d'accord parce que l'enfant me Mais dans parle ces cas-là, mal, il je ne faut suis pas saisir le d'accord. juge aux affaires familiales en disant, moi très clairement, dans ces cas-là, parce que ces frais exceptionnels finalement sont pas forcément toujours exceptionnels, vous avez la possibilité, alors déjà c'est accordé de parents sauf urgence, hein, bien évidemment, si votre enfant a un accident grave et qu'il faut Oui. donner l'accord, enfin bon, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord Mm. de l'autre. Par contre derrière, si vous vous rendez compte que à chaque dépense exceptionnelle, il y a un refus qui est totalement fallacieux, la conséquence, c'est peut-être aussi de dire, moi, je ressaisis le juge des affaires familiales pour un élément nouveau, en disant, ça suffit ces frais exceptionnels. Moi, je demande à effectivement augmenter la pension alimentaire et je les prends en charge moi-même. Parce que j'en ai marre des refus. Là, c'est complètement justifié. Mon enfant doit porter un appareil dentaire. On sait que c'est tant. Le devis, c'est tant. Donc, je demande une augmentation de pension alimentaire pour la période. À un moment donné, vous ne pouvez pas passer votre temps à courir après les gens. Et c'est vrai que quand on est dans des dossiers très, très conflictuels, moi, j'ai tendance à conseiller mes clients d'augmenter la pension alimentaire, quitte à être perdant derrière, mais en ne voulant plus avoir accès, en disant voilà, les activités extrascolaires, je ne les mets pas dans les frais exceptionnels, je les mets dans la pension, c'est moi qui paye, mais j'ai plus besoin Oui, ensuite de le sauf supplier que à toutes les rentrées. Ouais. Sauf que ce que vous disiez tout à l'heure et ce qui est réel, hein, c'est que le juge aujourd'hui préfère privilégier la médiation et Oui. que là, en l'occurrence, je vous parle de mon cas personnel, vous l'aurez compris, hein, il n'y a pas, pas de secret. Là, c'était pas le partage des frais, c'était pas quelque chose que je demandais, c'est quelque chose que le juge a Oui. lui-même Oui. proposé parce que justement, il souhaite privilégier une communication qui Mm. est aujourd'hui inexistante de toute manière et qui ne peut pas se faire quand un parent exige que j'ai décidé que de toute façon, j'avais pas envie de payer, je paierai pas. Voilà. Oui, mais après, du coup, là, vous avez tenté, le juge a rendu une décision, vous avez la possibilité de montrer que ça ne fonctionne pas, que vous vous heurtez à des refus, que vos demandes de paiement sont justifiées, parce que c'est pareil, hein, si demain vous demandez à monsieur d'inscrire vos enfants au golf alors qu'il n'en a ni les moyens ni les capacités, le juge peut aussi vous dire, on va se détendre, madame. Hein, Oui, oui, pas bien voilà, sûr. non, mais il faut être dans la capacité de montrer que c'est justifié, que c'est dans l'intérêt de l'enfant et que le refus est complètement injustifié et que face à ces multiplications de refus injustifiés, il faut changer la méthode. D'accord, ok, très Hein. bien. Mais du coup, finalement, ce nouveau décret augmente un peu la capacité du JAF, puisque on ne passe plus par le juge de l'exécution, mais Alors, moi, je ne suis jamais passée par le juge de l'exécution pour ça parce que de toute façon, on m'a toujours rétorqué que j'avais une décision exécutoire et que j'avais qu'à la faire exécuter. d'accord, par Mm. huissier, donc par Mm. commissaire de justice. Oui, Très bien, exactement. Mm. très bien. D'accord. Bon, bah merci beaucoup. Voilà. Madame Camus, est-ce que vous auriez des questions ou... Je veux bien. Alors, c'est un petit peu en parallèle. Mhm. Alors, moi, je vais vous parler aussi d'un cas perso, puisqu'il s'agit du cas d'un de mes fils. Mon fils va certainement se séparer. Ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas pacsés. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu parallèle. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce qu'ils ont la même. Enfin, est-ce qu'on est dans le même cas où, par exemple, ils ne s'accordent pas sur la garde. Ben, il y en a un qui a un salaire un peu plus élevé que l'autre, pas tellement, mais un peu plus élevé que l'autre. Et peut-être que celui qui a un salaire moins élevé va demander peut-être une prestation compensatoire. Ah non, non, il n'y a pas de prestation. Attention, la prestation Voilà, compensatoire, c'est pour ça que je posais la question. elle n'existe que pour les époux mariés, même pas pour D'accord. les pacsés et pas pour les concubins. Il n'y a pas de prestation compensatoire. En revanche, quand il y a une disparité dans les ressources des parents, il se peut que celui qui gagne plus doit contribuer davantage. Alors, encore une fois, si on est, moi je gagne 2000 euros et toi 2500 euros, pour un JAF, c'est pas une disparité Oui, qui. on est Voilà. à peu près sur des choses comme ça, quoi. Il y a Ah, pas tellement mais par d'écart. Il y exemple, a un écart, ouais. mais pas énorme. Parce que si on passe par exemple du simple au double, il est arrivé, par exemple, le principe en garde alternée, c'est qu'il n'y a pas de pension. Par contre, si vous avez une maman qui gagne 2000 euros, un papa, d'ailleurs je vais dire l'inverse, une maman qui gagne 10 000 euros et un papa qui gagne 2000 euros, parce que ça suffit, hein, il y a un moment donné où aussi les femmes, elles peuvent gagner plus que les hommes, et ça devient le cas de plus en plus. Donc, madame gagne 10 000, monsieur gagne 2 000. Madame impose de rester dans leur quartier du 16e arrondissement dans lequel ils vivaient. Monsieur n'a pas les moyens.
ils veulent une garde alternée. Le juge peut là attribuer une pension pour l'enfant, mais c'est pas une prestation compensatoire, c'est une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant parce qu'on estime qu'il faut maintenir le train de vie de l'enfant et que le fait qu'il y ait une telle disparité fait qu'à un moment donné, l'enfant n'aura pas le même train de vie d'un côté ou de l'autre. Alors, il ne s'agit pas de rétablir l'équilibre, mais il s'agit de permettre à celui qui est en garde alternée de pouvoir, par exemple, se maintenir dans le même quartier avec les charges, etc. Mais si on n'a pas de disparité, le juge va statuer sur la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement de celui qui n'a pas la résidence ou une garde alternée et fixera la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il faut là, devant le juge des affaires familiales, justifier de vos revenus et de vos charges. Et le juge sait parfaitement statuer sur les besoins des enfants et la contribution à l'entretien et leur éducation. D'accord. Ok, voilà. Bon, ben voilà, c'était ça que je Mais non, et donc lui, il peut saisir le juge aux affaires familiales sans avocat obligatoire, c'est une procédure orale et le juge statuera sur résidence, droit de visite, autorité parentale et contribution. D'accord, en fonction de ce qu'ils auront à exprimer chacun. C'est ça, chacun fait ses demandes et soit il y a un accord qui arrive à se dessiner, des fois il y a même des accords aux audiences. Et je vais vous dire, même on attend tellement longtemps de rentrer dans la salle d'audience, comme ceux qui attendaient derrière moi ce matin, que des fois on trouve même des accords dans les couloirs avant l'audience. D'accord. Et moi, juste le mot de la fin, je trouve que, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est que il est tellement plus satisfactoire de trouver une solution entre parents plutôt que de remettre son avenir entre les mains d'un tiers. C'est un juge professionnel, il ou elle a l'habitude, mais c'est lui qui va décider de votre avenir et de l'avenir de vos enfants, alors que qui de mieux que les parents pour décider de l'intérêt supérieur des enfants. Voilà. C'est sûr, mais dans les périodes conflictuelles. Bien sûr. Voilà, le côté émotionnel est plus. Bien sûr. Voilà, la logique. Et c'est pour ça que l'objectivité. C'est pour ça que des fois la médiation, ça peut être pas mal pour trouver effectivement un tiers qui vous écoute. Et aussi et surtout, même si l'avocat n'est pas obligatoire en matière familiale pour les concubins, des fois l'avocat peut aussi être de bons conseils et essayer d'apaiser les choses avec l'autre avocat. Là, moi, ce matin, mon audience était très conflictuelle puisque c'était une ordonnance de protection et on a pu quand même échanger avec le confrère pour trouver des choses positives pour la suite. Donc, effectivement, nous, on est là aussi pour essayer de trouver des accords et pour vous permettre de vous entendre et de vous rapprocher. Pas forcément de trouver un accord, mais de vous entendre au sens strict du terme. C'est-à-dire que des fois, les parents ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, en fait. Et il y en a un qui dit quelque chose et l'autre n'entend pas ce que l'autre dit. Et rien que de reformuler les choses dans le cadre d'un rendez-vous avec des avocats ou avec un médiateur, ça peut permettre d'apaiser les choses. Et puis, des fois, Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci maître. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci maître Waro.